Ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'énéagramme, se libérer de la prison. Cette vidéo est la suite directe de la vidéo précédente. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'énéagramme, l'instinct contrôle tout. Donc la prison, quelque part, c'est l'instinct. Et ce que nous allons voir, nous allons simplement terminer cet exposé de la vidéo précédente et terminer sur une histoire qui permettra de comprendre de manière symbolique de quoi il est question réellement dans l'énéagramme. Il ne s'agit pas en réalité d'un développement personnel qui consisterait à améliorer la prison dans laquelle nous sommes, qui consiste en un développement essentiel, qui consiste à libérer la conscience, à libérer notre essence de la prison dans laquelle elle a été, et nous, dans laquelle nous avons accepté d'être placés. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai présenté ma théorie. J'ai commencé à aborder, on va dire, à poser les jalons de ma théorie sur la manière dont l'énéagramme est en réalité constitué, comment il est façonné. En réalité, c'est l'instinct qui contrôle tout et en réalité, c'est ce que l'énéagramme nous démontre. J'ai donc expliqué que nous sommes constitués de 3 centres qui, de manière fractale, sont constitués de 3 sous-parties, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. 3 centres, centre moteur, centre émotionnel, centre intellectuel, et à chaque fois, une partie motrice, une partie émotionnelle, une partie intellectuelle. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, je ne vais pas répéter si vous ne l'avez pas encore entendu. Mais c'est en réalité très important de commencer à voir cette structure à 9 points et de voir concrètement cet aspect fractal des 3 centres, parce qu'on va retrouver cet aspect fractal au niveau des instincts. J'ai dit qu'il y avait 3 instincts. Mais nous verrons, et ça c'est ce que j'apporte de apparemment inconnu dans tout ce que j'ai pu lire ou entendre ou voir ou recevoir sur l'énéagramme, les instincts se subdivisent en sous-instincts. Et ça c'est la clé de l'énéagramme. Donc là encore, cette présentation était complète, mais il manque quelque chose quand même si je ne précise pas que la loi de polarité joue encore au sein de chaque centre. Et alors là, si vous n'avez pas vu toutes les vidéos précédentes, ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Celles et ceux qui ont vu les vidéos, vous voyez à quel point la loi de 3 joue à tous les niveaux et que cette loi de polarité et d'inversion de polarité d'un niveau à un autre est extrêmement importante. Dans chaque centre, la loi de polarité est active, c'est-à-dire que chaque centre est composé d'une partie dite positive ou active et d'une partie nommée négative ou passive. Alors là, c'est important et il faut le retenir pour toute la suite de l'exposé des prochaines vidéos. Il ne faut pas considérer les termes positifs et négatifs comme des jugements de valeur. L'homme est positif et la femme est négative. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas les considérer comme une bonne partie bonne et une partie mauvaise. Il faut les considérer comme 2 polarités opposées et complémentaires, comme les protons et les électrons. Les protons positifs, les électrons négatifs. Et la charge positive des ions qui les composent et qui en découlent, les anions passifs, négatifs, ou les cations positifs. Le centre intellectuel connaît une partie positive et une partie négative. On pourrait dire active, passive. La partie positive, elle crée et elle projette. Elle perçoit et elle voit. La partie négative assimile ce qui a été perçu ou créé par la partie positive, elle compare, elle mémorise, elle se souvient. Donc il n'y a pas d'aspect négatif en sens moral, de jugement. Ce sont 2 fonctionnements qui sont complémentaires et qui on a besoin, si on pouvait percevoir mais ne jamais mémoriser, ne jamais comparer, ne jamais analyser, l'intellect ne nous servirait pas à grand-chose. En même temps, pour mémoriser, pour comparer, pour analyser, j'ai besoin de cette partie pénétrante qui va percevoir, qui voit, qui observe, qui crée, qui projette. On pourrait y voir une source que je trouve plus précise et plus profonde de la distinction cerveau droit, actif, positif, cerveau gauche, passif, négatif. Bien que cette distinction hémisphère droit et hémisphère gauche, donc hémisphère droit créatif et hémisphère gauche logique, doivent être nuancées.
parce que loi de polarité oblige, il existe en fait des fonctions analytiques dans l'hémisphère droit et des fonctions créatrices dans l'hémisphère gauche. Donc il faut toujours nuancer. Tout est fractal, toujours. Dans le yin, il y a toujours du yang. Le yin conduit au yang parce qu'il contient du yang. La vraie distinction, pour moi, elle se situe au niveau du centre et non pas au niveau du cerveau. Le centre n'est pas un organe, il n'est pas un lieu. Il est plutôt lié à la notion de centre de gravité. C'est une structure plus subtile qui commande les organes, c'est-à-dire que le cerveau est commandé par le centre intellectuel. Le cerveau est la matérialisation, un outil concret du centre intellectuel, et le centre intellectuel est un outil de l'instinct d'adaptation, qui lui-même est un outil de l'instinct de conservation ou d'autopréservation. Tout est toujours fractal et tout est imbriqué comme dans des poupées russes. Les mondes matériels ne sont pas éloignés des mondes subtils, ils les contiennent. Ce sont les mondes subtils qui contiennent les mondes de plus grande densité, et ainsi de suite, comme des poupées russes. Le centre émotionnel, lui, il permet de distinguer les perceptions, les sentiments agréables ou désagréables et d'en tirer des préférences. Donc ça, c'est évidemment lié à la survie, notamment au sein du groupe. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je peux vous montrer le lien, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais dans nos sociétés modernes, on peut vraiment constater que s'est instauré un profond déséquilibre qui, notamment, est négatif parce que tout ce qui est déséquilibré est négatif et surtout a créé un surplus d'émotions négatives défavorables à l'individu, tant en ce qui concerne sa vie profane que sa vie intérieure et spirituelle, surtout sa vie intérieure ou spirituelle. Un déséquilibre au niveau de la notion d'émotion positive ou négative. Je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo dont je vous mets le lien sur peut-on se libérer des émotions? La vraie question, c'est veut-on se libérer des émotions? C'est ça la vraie question. Le centre émotionnel n'est pas conçu pour ce jeu d'émotions positives, négatives. Il est conçu pour autre chose. De beaucoup plus profond et de beaucoup plus subtil. Mais animé par l'instinct de conservation et le besoin de survivre, ce jeu d'émotions devient très forte parce que ma place dans le groupe est à tout moment menacée, donc ma survie est à tout moment menacée. Je parle au niveau inconscient, je parle au niveau de l'instinct. Il est évident que mon conscient ne fait pas du tout le lien entre mon appartenance à un groupe et ce besoin d'y survivre. Ça m'a l'air d'être à 1000 lieues de mon expérience, parce que c'est profondément inconscient. Mais si je fais un travail en profondeur et que je vais à la rencontre de mes émotions les plus enfouies, les plus profondes, les plus anciennes, je vais effectivement contacter, je vais éprouver dans toutes mes cellules que derrière se trouve l'instinct de survie et que derrière cet instinct de conservation se trouve la peur de l'annihilation, la peur de la mort, la peur de l'anéantissement. C'est ce qui sous-tend mon besoin d'acquérir de l'argent, mon besoin d'avoir des relations, mon besoin d'être avec telle personne, de ne pas me séparer, de ne pas être rejeté, et mon besoin de créer des constructions mentales sur la vie, sur la vie après la mort, etc. Tout cela ne fait que cacher un noyau fondamental. Je suis un petit peu en anticipation de la suite, mais je le démontrerai, la peur de la mort. Donc c'est bien l'instinct qui gouverne tous mes schémas, et pas autre chose. Donc tout est toujours une question d'équilibre, et nous avons majoritairement de plus en plus tendance à utiliser la partie négative des centres émotionnels et intellectuels. Jalousie, envie, jugement, peur, etc. Ce qui crée en retour, toujours ce jeu yin-yang de polarité, ce qui crée en retour chez beaucoup de personnes un mouvement inverse, mais tout aussi déséquilibré, la pensée positive, ou l'utilisation excessive de la partie positive en niant la partie négative. Là aussi, une juste mesure s'impose. La mesure est dans l'acceptation des deux forces et dans la réconciliation des deux forces. Je ne peux pas réconcilier les deux forces si je nourris une plus que l'autre, que ce soit la partie négative ou la partie positive. Concernant le centre instinctivo-moteur, peut-être que la partie active serait le centre instinctif, qui donne le mouvement, qui donne les pulsions et compulsions au corps, et la partie passive, le centre moteur proprement dit. Sur le plan profond, je dis bien sur le plan profond, le plan subtil, qu'est-ce qui anime le centre moteur? L'instinct gère premièrement les fonctions biologiques involontaires. Donc c'est lui la force active, c'est lui qui agit. Le corps, lui, il est mu, il ne fait qu'obéir. Il est mu par l'instinct ou
par les autres centres. Le désir, l'intention de faire telle ou telle chose, d'avoir tel projet, si j'ai le projet d'arroser mes fleurs, je vais me lever, sortir dans le jardin et arroser mes fleurs. Le corps, il obéit, il est mu. C'est le véhicule de l'attelage dont j'ai parlé et que nous allons étudier dans les prochaines vidéos, très prochaines. Le véhicule a besoin d'une force pour le déplacer. Alors on pourrait dire, pourquoi j'ai dit, si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent, celles qui suivent, pourquoi je dis que le centre moteur il est passif, parce que le centre intellectuel est actif, et pourquoi je dis alors que l'instinct de conservation, lui, il serait actif. Il y a comme une espèce d'opposition. En réalité, c'est logique, parce que l'instinct de conservation commande toute ma structure, nous le verrons et nous le développerons, y compris les autres instincts. C'est ce que j'ai dit. Tous sont liés au centre instinctif qui est actif. L'instinct de conservation. Il pousse et il motive toutes mes actions, toutes mes représentations, toutes mes émotions en réalité. Le corps, lui, sans la force du désir, sans la force de l'instinct, sans les injonctions des autres centres, est un véhicule qui reste immobile. Du point de vue métaphysique, selon l'axiome d'Hermès, de la table d'émeraude, on dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La structure ternaire de la création, la Trinité, la Trimurti, se retrouve bien dans l'organisme humain. Ce qui est en haut, la Trinité, la Trimurti, la loi de 3, est aussi en bas dans l'organisme humain. Ce qui est dans l'organisme humain se retrouve aussi dans les centres. Mais ce qu'on oublie de préciser en général, c'est que dans ce processus de projection fractale, d'un niveau à un autre, de plus en plus dense, de moins en moins subtil, à chaque descente de niveau, la polarité s'inverse comme dans un miroir. Alors je le reprends pour les personnes qui n'auraient pas suivi les autres vidéos, qui n'auraient pas regardé en entier. Quand je me regarde dans un miroir, mon corps, qui est grossier, quelque part, se projette dans une image très subtile ou dans un écran, une image qui est plus subtile, qui est virtuelle, qui a un degré de densité moindre. Si je lève la main droite, mon reflet dans le miroir va lever la main qui est du même côté. Mais comme lui, il est face à moi, il est opposé, la main qu'il lève, c'est sa main gauche. Il y a une inversion de polarité. Si je lève la main droite, ici, vous voyez un mouvement sur la gauche de votre écran, pas sur la droite. Il y a une inversion. Elle est mécanique par rapport à la manière dont fonctionne la caméra, mais elle est en réalité de la même manière dans un miroir. Il n'y a pas de caméra qui vient modifier l'image. Chaque monde est bien le miroir du monde supérieur, à chaque fois. Et ce qui est actif dans un monde devient, en se projetant dans le monde inférieur, on pourrait dire, parce que plus dense et moins subtil, il devient passif. Donc, intérieurement, l'instinct de conservation est actif. Il gouverne le centre moteur qui est passif. Le centre moteur se projette dans le monde par l'action. À l'extérieur, il devient le pôle actif. C'est lui qui agit, c'est lui qui bouge. Si je m'arrête qu'au corps, je dis le corps est actif. Il bouge, c'est lui qui bouge. Oui, mais si je vais voir dans son monde plus intérieur, je regarde, c'est la force du désir ou c'est la force de l'instinct qui l'oblige à bouger, ou c'est mon intention. Donc il devient apparemment, dans le monde extérieur plus visible, le pôle actif. L'action, elle génère des conséquences, des forces d'opposition, des forces de résistance dans le monde. C'est la force passive. Quand j'agis, si je veux marcher, me courir, je dois déplacer des masses d'air qui font résistance. Toujours cette force active, passive, action, résistance. Donc ça doit vraiment être gardé à l'esprit si on ne veut pas être perdu dans les paradoxes de plus en plus nombreux qui vont émailler l'investigation de notre psychisme, de notre fonctionnement et de l'énéagramme, puisque l'énéagramme est fractal. Donc il faut avoir cette vision très ternaire quelque part et cette compréhension que ce qui est valable dans un plan n'est plus valable dans l'autre parce qu'il y a une inversion. Ces trois centres, mus par trois instincts, fondent, comme nous le verrons dans la série C, trois grandes catégories de voies de développement intérieur. Et si on regarde de plus près, là je fais une petite aparté, mais c'est important de voir, parce qu'on dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Il faut être capable de juger les fruits. C'est ça qui est très compliqué, parce que la plupart des gens pensent que telle personne n'est pas éveillée parce qu'elle a fait telle ou telle chose. Oui, mais on ne sait pas ce qui a
motiver. On ne sait pas quelle force à l'intérieur a motivé ce comportement. Donc si je m'attarde qu'aux fruits à partir de mon mental, je vais juger le comportement d'une personne à partir de ma propre compréhension et je vais dire bah, cette personne n'est pas spirituelle ou n'est pas éveillée parce qu'elle fait ci, ça. Ou alors cette personne, qu'est-ce qu'elle est éveillée parce qu'elle ne parle que de ci, elle parle que de ça et j'ai l'impression, elle me séduit et elle m'endort avec ses... Elle s'endort elle-même avec ses imitations de ce qui est spirituel ou ce qui ne l'est pas. Maintenant, dans les actions concrètes, dans ce que quelqu'un a bâti, c'est très intéressant parce que M. Gurdjieff, lui, affirmait que nous étions ternaires et qu'il fallait équilibrer les centres. Si on regarde son œuvre de plus près, l'œuvre de M. Gurdjieff, elle est triple. Il a écrit une série de livres qui s'adressent bien au centre intellectuel. Il a composé ou retrouvé une énorme quantité de musique dite objective, des musiques sacrées, que l'on peut qualifier de sacrées, qui s'adressent au centre émotionnel et même au centre émotionnel supérieur, par le biais du centre émotionnel. Et enfin, il a transmis et créé des centaines de mouvements et de danses sacrées qui s'adressent au centre moteur. Son œuvre est vraiment à l'image de son enseignement. Elle en est une application directe et c'est le fruit d'un travail colossal. Mais encore plus loin, je me demande personnellement s'il n'a pas poussé la chose jusqu'à inclure ces trois sous-parties de chaque centre. Parce que, sur le thème de ses livres, son œuvre se compose de 3 séries, aujourd'hui imprimées en 3 livres différents. Le premier livre, Les récits de Belzébuth et son petit-fils, sont en fait un conte philosophique qui ne s'adresse pas directement à l'intellect, parce qu'il utilise en plus des analogies, il utilise des néologismes, des choses que le mental ne peut pas connaître et dans lesquelles il ne peut pas se retrouver, qui obligent à une autre forme de lecture, de compréhension. Ça s'adresse à une partie plus profonde, à une partie plus inconsciente, à la partie peut-être mécanique et motrice du centre intellectuel. Puisqu'on le lit, non pas comme un savoir à acquérir, non pas comme quelque chose qui touche le centre émotionnel du centre intellectuel, les émotions mentales, ce que j'ai appelé les émotions mentales, mais il s'adresse à une partie beaucoup plus profonde. Il dit qu'il y a caché les clés matérielles, les clés objectives de tout son enseignement. Il y a mis toutes les clés, dit-il, mais les clés sont loin des serrures. Son deuxième livre, Rencontre avec des hommes remarquables, est une autobiographie, déjà, il parle de lui, mais c'est plutôt un roman d'aventure, une fiction, une fiction avec beaucoup d'inventions, qui est basée sur sa vie, dans un style qui est très beau, très littéraire, et qui parle clairement à la partie émotionnelle du centre intellectuel. Enfin, dans la dernière série qu'il a intitulée La vie n'est réelle que lorsque je suis, il avait prévu de donner tout le matériel intellectuel pour que les aspirants, pour que les lecteurs, ceux qui ont envie d'avancer, puissent travailler sur eux. Donc, clairement, la partie intellectuelle du centre intellectuel. Le problème, c'est qu'il en reste apparemment une partie incomplète parce qu'il a tout détruit. Et puis, certains de ses élèves ont récupéré une partie qui a été publiée telle qu'elle, c'est-à-dire avec un arrêt en plein milieu d'une phrase et on ne sait pas ce qui suivait derrière. Il en manque peut-être une énorme partie. D'ailleurs, là où ça confirme ce que je pense, c'est que les modalités de lecture préconisées par M. Gurdjieff lui-même, elles sont claires et elles impliquent chaque centre. Il les recommande de lire chaque livre 3 fois, une fois mécaniquement, comme on lirait n'importe quel livre, on est bien dans la partie mécanique du centre moteur, une fois à voix haute, pour impliquer quelque part le centre émotionnel, et une fois en essayant de comprendre en profondeur ce qui est lu, centre intellectuel. Il fait bien participer tous les centres à la lecture, qui elle-même relève du centre intellectuel pourtant. Sur l'œuvre musicale, c'est moins visible. Il existe différents types de musique dans la création de M. Gurdjieff, des musiques plus rythmiques, qui sont liées à la partie motrice du centre émotionnel, qui sont plutôt s'adressent au corps, des musiques plus nostalgiques ou joyeuses, des belles mélodies, partie émotionnelle de l'organisme, et des musiques plus aériennes, plus construites, partie intellectuelle du centre émotionnel. Concernant les mouvements, c'est peut-être là où c'est le plus évident, bien que pour les livres c'est très évident aussi. Les mouvements s'adressent eux-mêmes à la partie motrice du centre moteur. Ce sont des mouvements. Et le centre moteur, c'est le centre du mouvement. Mais elle s'adresse aussi clairement à ces parties émotionnelles et intellectuelles. La musique qui accompagne les mouvements s'adresse clairement et vient toucher en profondeur le centre émotionnel, d'autant plus que le corps participe et que l'attention est là. Et la complexité des mouvements et des enchaînements, par exemple leur asymétrie, mais ça va bien au-delà, cette complexité
exige une très grande attention, d'une qualité très fine, une présence au corps. C'est bien le centre intellectuel qui est mobilisé et la partie intellectuelle du centre moteur qui doit absorber le mouvement, l'intelligence du corps, car l'esprit est trop lent et il ne pourra pas suivre le mouvement. Donc l'esprit est mobilisé par la capacité d'attention totale au mouvement, à la musique, à moi dans le mouvement, et la partie intellectuelle du centre moteur est mobilisée par ce besoin de faire appel à l'intelligence du corps qui peut absorber le mouvement en une seule fois et qui est capable, si j'arrive à lâcher prise, si le mental finit par lâcher son contrôle sur le corps, à entrer de manière très spontanée dans le mouvement, comme les enfants. Les enfants entrent de manière très spontanée dans les mouvements, là où les adultes ont souvent énormément de difficultés. Donc ces mouvements et danses sacrées font appel aux trois centres en même temps, tout comme le travail sur la quatrième voie. C'est le fondement du travail sur la quatrième voie que de faire appel aux trois centres et d'équilibrer et d'harmoniser, créer les liens entre ces trois centres, travailler sur les liaisons. La quatrième voie, pour terminer, est basée sur l'énéagramme et elle consiste sur le fond en une pratique d'alchimie interne. Et je vous renvoie à nouveau sur la vidéo qui apparaît dans le lien sur se libérer des émotions. C'est une partie de l'alchimie interne, et une partie seulement. Ce point, nous le développerons dans la partie C. Elle se différencie des voies séculaires dont j'ai parlé parce qu'elle travaille sur les trois centres et elle ne privilégie pas un centre en particulier. Elle comprend et elle respecte la structure ternaire de l'être humain, de son psychisme, et elle travaille sur le rééquilibrage des centres et sur leur harmonisation. Ce sera l'objet d'étude de la série C. Si on voulait schématiser à l'excès, on pourrait dire que la quatrième voie travaille à la fois sur l'essence, essentiellement par la pratique du rappel de soi, mais qu'elle utilise aussi la personnalité à travers la pratique de l'observation de soi. Tout est dans tout, et le travail sur l'essence va agir sur la personnalité. Et un travail utilisant la personnalité, et non pas un travail sur la personnalité comme le développement personnel, où on travaille sur la personnalité. Moi, je parle d'un travail qui utilise la personnalité, c'est très différent, parce que dans le premier cas, la personnalité est une finalité. Dans le cas dont je parle, dans ce cas où on utilise la personnalité devient un moyen d'accès à l'essence. Et c'est radicalement différent. Donc ce travail qui utilise la personnalité à travers l'observation de soi ouvre des portes vers l'essence. Donc ces deux éléments apparemment séparés et opposés sont en fait liés et doivent être conciliés. Quelque part, c'est une manière de voir les noces alchimiques. La première manière de voir ces noces alchimiques sur un plan plus concret, plus extérieur, c'est la réconciliation entre l'essence et la personnalité. Et donc, nous allons maintenant introduire la deuxième série, la série B. Nous en avons fini avec la série A. Et nous allons étudier cette personnalité, son fonctionnement, sa structure dans toute la série B. La série C se concentrera sur l'approche de l'essence, le point le plus fondamental dans la science de l'énéagramme et dans notre vie incarnée. Avant de clore cette partie, j'aimerais terminer, comme je l'ai promis, par une histoire. Laissons-nous infuser par une histoire qui me semble tout à fait appropriée, que je reprends de manière différente, mais qui m'a été inspirée par Sandra Maitri, dont j'ai parlé plusieurs fois, et dont j'apprécie beaucoup le travail. C'est celle de Salim l'étameur. Salim, c'est un étameur très respecté. Il répare les casseroles abîmées. C'est ça un étameur. Non content d'être un très bon artisan et d'être le meilleur étameur de la ville et même de la région, Salim, c'est un homme droit, un homme intègre, un homme vertueux. Un jour, il s'avère qu'il se retrouve accusé à la place de son cousin d'un vol qu'il n'a pas commis. Son cousin a commis ce délit et c'est Salim qui se retrouve accusé par des mauvaises langues de ce vol. Salim ne souhaite pas dénoncer son cousin. Je l'ai dit, il est droit, il est intègre, il est vertueux. Il voit ça comme la volonté de Dieu. Alors, il accepte ce sort et il accepte de se retrouver en prison. Les prisons à cette époque et dans cette contrée sont plutôt réputées pour être dures, et même très dures. Surtout, on sait quand on y entre, mais on ne sait pas quand on va en sortir. La corruption fait rage, et Salim n'a pas les moyens d'utiliser cette corruption, et il ne souhaite pas entrer dans ce jeu.
Donc Salim semble condamné à terminer sa vie entre ces murs. Parce qu'ici le vol est très grave, on ne plaisante pas avec la propriété. Il pourrait avoir même ses mains coupées. Donc quelque part il se réjouit d'avoir toujours ses mains, même s'il est en prison. Mais Salim a une épouse très dévouée. Cette épouse a travaillé pendant de nombreuses années avec Salim à la réparation des casseroles. Un jour, l'épouse de Salim vient à la prison pour lui apporter un nouveau tapis de prière. Elle l'avait fait fabriquer spécialement pour lui, avec tout l'amour qu'elle lui porte, et qu'elle lui apporte en même temps que de lui apporter ce nouveau tapis de prière. Parce que Salim, je ne l'ai pas dit, c'est un pratiquant fervent. Il est très, très croyant, Salim. C'est pour ça qu'il a accepté son sort. Il y voit la main de Dieu, il y voit une épreuve pour lui qu'il doit surmonter. Et, comme il pratique beaucoup, son tapis était terriblement usé. Il finissait même par perdre ses couleurs. Donc Salim est ravi de ce présent. Il cache ses larmes au moment où il remercie sa tendre épouse et il repart avec son tapis de prière. Il faut dire que Salim avait déjà conquis la bienveillance des gardiens à son égard, par sa sympathie, par son humilité sans égale. Aussi, ces derniers, eux-mêmes pratiquants, peut-être moins sincères, mais pratiquants, ne virent aucun inconvénient à ce que Salim bénéficie de ce prestigieux mais honorable cadeau de sa bien-aimée. Donc Salim continua à faire ses 5 prières quotidiennes sur son nouveau tapis. Les jours passent et, petit à petit, l'attention de Salim est de plus en plus aiguisée par ce tapis. Ses beaux détails, ses dorures attirent son attention. Mais surtout, un détail attise sa curiosité. Il y a quelque chose qui cloche dans ce tapis. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, jour après jour, pendant sa prière, un petit peu avant, un petit peu après, il observe. Il observe. C'est un point important, cette observation. Des motifs apparemment identiques recèlent des différences très légères qu'il commence à déceler. Il se rend compte qu'il y a des différences dans certains motifs des tapis, qui sont pourtant censés être identiques. Et il finit par réaliser. Ce n'est pas un nouveau modèle de motif que sa femme a décidé, c'est un plan et un ensemble de schémas. Et il comprend. Il comprend que quelques mois auparavant, sa femme était allée trouver un très bon ami de Salim, très loyal aussi, très droit, un homme de confiance, serrurier de son état, le serrurier officiel de la ville, donc de la prison. Ensemble, ils ont travaillé à représenter dans les motifs innocents du tapis non moins innocent, le plan des serrures de la prison et les schémas des clés pour chacune d'elles. Le serrurier donnait les consignes et la femme de Salim les dessinait sur le tapis. Donc elle s'est assurée de représenter exactement les dessins fournis, les instructions fournies par le serrurier sur le tapis. Salim s'en aperçoit. Alors, petit à petit, comme il a gagné la confiance des gardiens, progressivement, sans volonté de manipulation, simplement parce que c'est dans sa nature, il commence à leur demander des outils et des matériaux. Avec ces matériaux, il commence à construire des petits objets que les enfants des gardiens peuvent aller vendre sur les marchés. Ces gardiens peuvent alors s'assurer un petit revenu complémentaire non négligeable, ce qui fait monter Salim dans leur estime. Donc leur confiance grandit. Salim commence à mettre de côté, petit à petit, imperceptiblement mais sûrement, du matériel pour son propre usage. Grâce au tapis, qui lui sert de plan, il a pu fabriquer les clés dont il avait besoin. Une nuit, les gardiens, confiants, profondément endormis, ne surveillaient plus la prison. En tout cas, la zone dans laquelle Salim est installé. Ce jour-là, Salim peut utiliser les clés qu'il a construites, ouvrir les serrures et s'évader de la prison pour ne plus jamais y revenir. Il retrouve sa femme et son ami serrurier et ils quittent tous les trois le pays pour s'installer en de lointaines contrées. On raconte qu'en s'évadant, il a aidé les personnes méritantes, proches de lui, à sortir, celles qui étaient innocentes ou qui s'étaient sincèrement repenties et qui développaient ces qualités de loyauté, de droiture, d'intégrité intérieure. On raconte même qu'il a laissé des indices pour la postérité, une sorte d'enseignement,
un mode d'emploi pour sortir de la prison, à destination de celles et ceux qui auraient les qualités nécessaires pour déchiffrer, comprendre, utiliser ces outils et en sortir. Certains ont pu sortir après lui, mais au fur et à mesure, de moins en moins de personnes ont réussi à sortir et de plus en plus de gens, de prisonniers, en sont venus à vénérer Salim, à vénérer les dessins et les outils qu'il a laissés. Puis, au bout d'un moment, il commençait à réunir les fidèles régulièrement et sortir les outils pour les admirer avec dévotion. Certains se sont même battus pour savoir qui en prenait le meilleur soin, qui avait le droit de les présenter le jour de l'office. Personne, plus personne ou presque, n'a tenté de percer le mystère de ces dessins et de ces outils, de comprendre ce que Salim avait voulu donner comme message. D'ailleurs, la plupart des prisonniers ont fini par oublier leur propre réalité de prisonnier. Chaque prisonnier a oublié qu'il vivait dans une prison. Il a oublié le monde extérieur. Il a oublié qu'une vie meilleure l'attendait en dehors, une vie libérée. Ces outils ont fini par permettre d'améliorer la prison et de la rendre tellement confortable qu'on n'a plus envie d'en sortir. Cette histoire pour dire que, pour nous, le tapis, c'est l'énéagramme. Et les clés des serrures, ce sont les deux chocs qui comblent les intervalles. Je vous renvoie à la vidéo sur la loi de 7, le septénaire. Sur la loi de l'octave, la loi du déroulement d'une vibration et des intervalles à combler pour amener la vibration à son terme. Donc, pour s'évader de la prison, il est vital, il est nécessaire de connaître deux choses. Premièrement, connaître le monde dans lequel nous vivons, notre place dans la création et sa conséquence, l'état de conscience dans lequel nous passons notre journée sans même nous en rendre compte, comme les prisonniers de l'histoire de Salim, qui vivent un état de conscience qui ne leur permet plus de se rendre compte qu'ils sont prisonniers. Donc, comme les prisonniers qui sont sortis de la prison, ouvrir les yeux sur la prison dans laquelle nous sommes enfermés à notre insu, l'explorer afin de la comprendre. Deuxièmement, connaître le chemin de la sortie, avoir le plan de sortie et les outils pour ouvrir les portes. Car qui ne sait pas où il est ne saura pas où s'en aller. Et c'est vraiment le but de l'énéagramme que de nous donner ce plan. Je dis toujours que l'énéagramme est la carte et la boussole. On pourrait dire le plan de la prison et la clé des portes qui nous permettent de sortir de l'état hypnotique, de l'état d'illusion, la maya, le mirage, dans lequel nous sommes plongés sans même nous en rendre compte. Et le premier pas est de prendre conscience de notre état aberré de fonctionnement, de conscience, prendre conscience de notre perception erronée de la réalité, de ces schémas automatiques et compulsifs qui nous animent au quotidien et qui sont mus par l'instinct. Et ça, c'est l'objet de la série B. Observer le moi et ses fonctionnements pour pouvoir progressivement remonter à leur source, à leur origine. J'en ai fini avec la série A et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour entamer la série B, la connaissance du moi. Très bonne fin de journée.